Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à notre premier agri-webinaire sur le thème de l'identification et la gestion autonome des exploitations agricoles. Donc, mon nom est Véronique Dohan, directrice de la direction de la recherche et du développement. Voilà. Donc, c'est une direction qui subventionne des projets de recherche et de développement donc, dans le secteur de l'innovation agricole et environnementale. Et alors, toutes ces nouvelles connaissances doivent parvenir au secteur agricole via toute une série d'actions de vulgarisation, dont l'organisation et la coordination est confiée aux agents des services extérieurs. Et l'organisation de ce webinaire et de ces webinaires, de tous ceux qui vont suivre, est une de ces actions. Les activités de ces agents des services extérieurs, je vous remontrerai les petites photos juste après, est donc de transmettre les nouvelles connaissances issues des différents projets, de susciter aussi également l'adoption de nouvelles pratiques par le secteur agricole, et c'est aussi votre relais privilégié au niveau du SPE ARNE. Sur cette DIA, vous voyez donc tout le territoire et les différentes zones que vous connaissez bien, et donc selon l'endroit où se situe votre exploitation, vous avez un correspondant dont vous voyez ici les petites photos. Je vais directement passer la main pour expliquer et mener ce webinaire à Florence, qui se trouve en haut à droite, à Oui, pour ceux qui habitent dans les autres zones et qui ne la connaissent pas directement. Et donc, je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Et Florence, je te passe la parole. Oui, merci beaucoup Véronique. Donc, c'est vrai qu'on va se partager au fur et à mesure des différents agro-webinaires la modération entre les collègues. Et donc, je vais vous les présenter pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Il y a Benoît Georges à Malmedy, Pascal Pochet à Libramont, Denis Procureur à Ciney, Pierre Courtois à Thoin, Bérangère Laby et Jean Baligan à Ath et Philippe Nioul à Wavre. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous présenter le concept des agro-webinaires, puisque c'est notre premier épisode. Donc, on vous propose en fait une formule un jeudi sur deux, assez courte, donc d'1 heure, de 13 à 14 heures, et donc des différents épisodes qui sont organisés autour d'une saison, d'une thématique. La première, vous l'aurez certainement remarqué, ce sera sur les bases de la législation wallonne agricole. Et la saison 2, on vous l'annonce, portera sur la santé des animaux et des végétaux. Alors, au programme du jour, on a cette petite introduction. On rentrera ensuite dans le vif du sujet pendant un exposé de 40 minutes et on aura en fin de séance un moment d'échange, de questions-réponses en 10 minutes. Donc, vous l'avez certainement vu, ce webinaire est enregistré et donc on vous mettra le replay à disposition sur la page YouTube du SPW ARN. Alors, au niveau du fonctionnement de l'application, les caméras et les micros sont par défaut coupés pour l'ensemble des participants, donc pour l'organisation au vu du nombre que l'on est aujourd'hui. Et on vous remercie notamment justement pour l'engouement que vous avez eu par rapport à nos agro-webinaires. Il y a un onglet questions-réponses, donc que vous voyez ici affiché dans le carré rouge. Donc, c'est sur cette icône qu'on vous invite à mettre votre question de manière la plus claire possible, qu'on puisse répondre par rapport à vos attentes. Pour les questions, on va dire d'ordre plutôt personnel liées à votre exploitation, on vous recommande, puisqu'on n'aura certainement pas le temps en 10 minutes de répondre à tout le monde, de les adresser directement au service extérieur auquel vous êtes concerné, ou alors de voir avec l'adresse mail qui vous sera affichée également avec les agents en interne qui s'occupent de ces matières. Et donc, on vous informe également qu'un cycle de conférences a lieu actuellement partout en Wallonie en présentiel. Et donc, si vous voulez également rencontrer les agents services extérieurs en charge des matières ou nos agents pour poser vos questions, vous avez ici repris les dates et les lieux. Et alors, un dernier point, il y a la possibilité également aux participants d'y mettre des messages dans la rubrique conversation, mais donc on ne lira pas les questions dans la rubrique conversation, donc essayez de bien distinguer pour une bonne organisation les messages qui sont d'ordre conversation ou les questions dans la rubrique questions-réponses.
Alors, on profite également de cette introduction pour vous présenter Wallakis. Wallakis, qu'est-ce que c'est? De ces abréviations en anglais, c'est Walloon Agricultural Knowledge and Innovation System. Donc, pour une traduction française du système wallon de connaissances et d'innovation agricole. Donc, comme Véronique vous l'a dit, ça rejoint en fait nos missions de vulgarisation. L'AKIS est l'un des objectifs de la PAC, de cette programmation 2023-2027, pardon. Et donc, c'est un objectif transversal qui est ici représenté en mauve dans l'ensemble des objectifs de la PAC, qui est d'encourager la modernisation, d'accompagner à la transition numérique et de faire le partage de savoir et d'innovation. Alors, notre acquis wallon, les objectifs sont d'améliorer la visibilité des différents acteurs de la connaissance et de l'innovation, qu'ils soient dans le domaine de l'agriculture, de la forêt ou également du développement rural, et de renforcer ces échanges entre les connaissances et les innovations de ces acteurs. Et donc, dans les acteurs, qu'est-ce qu'on entend? C'est bien évidemment le premier concerné, c'est l'agriculteur, le sylviculteur ou le maraîcher, mais également avec les différents centres de recherche, les différentes universités, les centres de formation et toute personne qui travaille dans le conseil agricole. Alors, sans plus tarder, je vous invite à aller découvrir donc Wallakis en tapant wallakis.be dans votre moteur de recherche. Et donc, Wallakis, il est composé de 5 grandes parties. On a cette première partie qui est l'annuaire, qui se veut de recenser en fait l'ensemble des structures d'encadrement et de formation dans le secteur agricole, sylvicole et développement rural. Il y a également une rubrique actualité pour y partager notamment les appels à projets pour différents financements, des enquêtes pour faire évoluer la recherche. Il y a également un agenda. Donc, dans la rubrique agenda, vous pourrez découvrir toutes les formations et informations qui s'organisent sur le territoire de la Wallonie. Une rubrique documentation pour partager les savoirs sous diverses formes. Ça peut être des vidéos, des articles, des rapports de projets de recherche et développement ou, par exemple, des présentations comme la finalité d'aujourd'hui. On pourra y mettre et partager la présentation en PDF. Et il y a une 5e rubrique qui est le groupe de travail qui permet autour d'une thématique que différents acteurs puissent échanger. Et donc, je vais laisser la parole à Isabelle Jomotte et Aurélie Lenné qui vont nous parler du thème qui nous rassemble aujourd'hui, qui est l'identification et la gestion autonome des exploitations agricoles. Merci beaucoup, bienvenue à tous. Donc, on va se partager, nous deux, Aurélie Lenné, donc ma collègue, cette présentation pour essayer que ça soit un temps soit peu dynamique. Je ne sais pas si tu m'as donné... Bonjour à tous. Oui. Je vérifie qu'on a bien le contrôle de la présentation. Voilà, je te donne le contrôle, Isabelle. Normalement, c'est acté. Je suis là. Un petit temps. Donc, on va aujourd'hui, comme l'a dit Florence, on va faire un petit rappel de tout ce qui concerne l'identification des exploitations agricoles et des exploitants que vous êtes. Et on va faire un focus sur la gestion autonome. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, simplement vous rappeler, pour préciser, aussi bien moi qu'Aurélie, on fait partie de l'organisme payeur de Wallonie. Donc, peut-être un petit rappel, c'est que l'organisme payeur, il gère tout ce qui est intervention de la PAC. Il contrôle évidemment les conditions d'admissibilité pour bénéficier de ces interventions et il est aussi chargé de payer les aides de la PAC. Donc, c'est un organisme indépendant. On fait partie, par contre, du SPE ARNE, donc Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement. Mais on est un service administratif à comptabilité autonome, donc c'est nous qui gérons le budget qui est attribué par l'Europe. Et à ce titre, on est évidemment agréé, et qui dit agréé dit qu'on est aussi audité, ça fait partie du boulot. Alors, je le disais... Voilà, je le disais, donc on fait partie de l'organisme payeur. On travaille, nous deux, plus dans la direction de l'identification et des surfaces. Qui est, qui est ici, mais vos portes d'entrée principales, ce sont les directions extérieures, donc il y en a 7, c'est les mêmes territoires que les agents de la vulgarisation qui vous ont été présentés juste avant. Donc c'est vraiment votre porte d'entrée pour toute question.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. 2 thématiques aujourd'hui. Commençons d'abord par l'identification. L'identification, de quoi est-ce que on va parler? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'identification, c'est une obligation légale dans le règlement européen, que tout bénéficiaire de la PAC soit identifié dans ce qu'on appelle le SIGEC, le système intégré de gestion et de contrôle. Et ce SIGEC, il collecte à la fois les données des bénéficiaires, mais aussi tout ce qui concerne les droits au paiement, les données animales, les parcelles, les suivis des surfaces. Donc le SIGEC est vraiment une grosse base de données interconnectée. Et donc, dans ce SIGEC, vous, en tant qu'agriculteur, vous allez être identifié en tant que partenaire. Voilà. Et donc, un partenaire, c'est un bénéficiaire, qu'il soit agriculteur ou pas agriculteur. Dès le moment où il bénéficie d'aide de la PAC, il est un partenaire. Et il a un identifiant, donc il a ce qu'on appelle un numéro de partenaire. Et ce partenaire, il peut être, c'est d'office une entité juridique, mais il peut être à la fois une personne physique, seul, un indépendant, ou il peut être une personne morale. Personne morale, c'est une société, que ce soit une coopérative, une société, une SRL, une ESCOM, etc. Donc, des différents types de sociétés. Personne physique, ça peut aussi être une association de personnes physiques, hein. Ça peut être mari et femme, avec madame conjoint aidant ou monsieur conjoint aidant. Il n'y a pas de choix précis. Ce partenaire, pour qu'on sache quel type d'aide, auquel type d'aide il va éventuellement avoir droit, eh bien, ce partenaire, il a en général une activité. En tout cas, il a au moins une activité. Donc, tout bénéficiaire a un numéro de partenaire et ce partenaire a une activité. Et cette activité, elle peut être diverse. Elle peut être une activité d'agriculteur, donc on nous donnera une activité P, agriculteur, producteur, P de producteur, une activité d'exploitant forestier, on les appelle les NAT. Pourquoi? Parce que les forestiers, les exploitants forestiers n'ont accès à des aides, en tout cas au niveau surfacique, que des aides pour Natura 2000. Des pisciculteurs, des bénéficiaires non agriculteurs, typiquement les CUMA et les coopératives de transformation, les mandataires, donc les mandataires, ce sont ceux qui font les déclarations de superficie au nom d'autres agriculteurs, etc. Il y en a encore d'autres. Et cette activité, elle a aussi un numéro. Alors, c'est ce que vous appelez, c'est ce que on appelle le numéro de producteur ou le numéro d'agriculteur. Quand on parle d'un agriculteur, c'est votre numéro de référence. C'est celui qu'on vous demande quand on vous envoie un courrier. C'est celui qui est repris dessus. C'est celui qu'on vous demande quand on veut répondre à vos questions plus précises. Mais c'est la même chose. Numéro de producteur, numéro d'agriculteur, c'est le même. Et bien souvent, c'est le même numéro aussi que le numéro de partenaire, à quelques exceptions près, mais c'est bien souvent la même chose. Et ce numéro, il commence par un P. Donc vous voyez ici, vous avez votre numéro de partenaire, c'est un exemple, ça c'est dans notre base de données SIGEC, et votre numéro d'activité ici, il commence par la lettre P, parce que c'est le numéro d'agriculteur, mais il est possible d'avoir 2 activités, par exemple NAT, ça pourrait être MAN, ça pourrait être pour un mandataire, etc. Donc, numéro d'activité, votre numéro P, votre numéro de producteur, c'est votre numéro d'activité qui commence par un P, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, s'il y Alors, a bien, du coup, voilà, s'il y a bien un numéro que vous devez retenir, ou à défaut de le retenir, au moins savoir où le trouver, ben, c'est ce numéro P, puisque c'est celui-là qui vous permet, enfin, qui nous permet à nous, administration, en tout cas, de vous retrouver dans les bases de données, de retrouver toutes vos informations, etc. Alors, où le retrouver ce numéro? Bah, vous le verrez écrit sur votre déclaration de superficie, par exemple. Et alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous pouvez retrouver cette donnée sur le portail Pacon Web. Donc, quand vous vous connectez en tant que personne physique avec votre carte d'identité sur le portail Pacon Web, vous arrivez normalement sur cette page et vous avez différents onglets, dont l'onglet qui vous permet d'accéder à votre déclaration de superficie notamment, mais aussi identification. Et donc, quand vous allez sur identification, bah là, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de vos données d'identification, tout ce qu'on connaît de vous. Donc, vous cliquez sur le bouton identification. Et quand vous cliquez sur le bouton identification, là, vous allez, Isabelle, c'est toi qui dois cliquer. Là, vous allez voir apparaître ceci. Donc, soit vous verrez sur mon profil les infos qu'on connaît de vous en tant que personne physique, mais alors, mes partenaires, bah, c'est là où, en tant que, on va retrouver toutes les informations qui sont liées
à votre numéro de partenaire. Donc, vous allez arriver sur une page comme celle-là. Si en tant que personne physique, vous êtes impliqué dans plusieurs partenaires différents, ça pourrait arriver parce que vous êtes comme indépendant, comme personne physique, mais vous êtes aussi impliqué dans une société qui a un numéro de partenaire, bah, vous verriez peut-être plusieurs lignes. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que c'est là où vous voyez tout ce que l'on connaît de vous en tant que partenaire dans le CIGEC. Et si vous cliquez sur le petit bouton qui ressemble à un petit œil là, le long de à droite, voilà, donc là c'est votre numéro de producteur, et sur le petit œil, eh bien vous allez accéder aux informations, aux détails des informations. Et l'information enfin, l'élément important, j'ai envie de dire, c'est de pouvoir aller rechercher ce qu'on appelle la fiche partenaire, la fiche signalétique du partenaire. C'est l'équivalent de ce que vous connaissez sous le nom de carte CTI. Donc la carte, le papier cartonné jaune que vous aviez avant, vous en aviez une carte par unité de production. Aujourd'hui, toutes ces données-là, elles sont rassemblées pour un producteur dans une seule fiche partenaire que vous pouvez télécharger. Et sur cette fiche partenaire, bah, qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez retrouver notamment à quelle direction extérieure vous appartenez. Donc, si vous recherchez les données de contact, ben, elles sont reprises dessus. Puis on verra toutes vos données, tout ce qu'on connaît comme activité pour votre partenaire, tout ce qu'on connaît comme personne physique impliquée dans ce partenaire, vos unités de production, les adresses, etc. Donc, c'est vraiment le résumé de toutes vos données d'identification connues à l'administration. Le truc intéressant, c'est que vous savez que la déclaration de superficie, vous allez bientôt pouvoir y accéder, début mars. C'est l'occasion, pourquoi pas, d'aller voir vos données d'identification, d'aller voir cette fiche signalétique partenaire, et éventuellement, s'il y a des données à mettre à jour, des adresses, des informations sur les unités de production, des mails, etc., c'est l'occasion de prendre contact avec votre direction extérieure pour remettre à jour ces données d'identification. Alors, on va faire un petit peu un petit tour un petit peu sur ce que dit la législation, parce que tout ce qu'on discute évidemment est dans la législation et notamment dans le Code wallon de l'agriculture, qui définit ce qu'est un agriculteur, donc un agriculteur, personne physique ou morale, hein, qui exerce une activité agricole. L'activité agricole est elle-même définie dans le Code wallon de l'agriculture, elle est assez large, hein, c'est à la fois l'activité de production, mais aussi d'entretien dans des bonnes conditions environnementales. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ce code, on définit aussi ce qu'est le numéro d'agriculteur. Donc on dit bien, c'est bien un numéro attribué dans le cadre du CIGEC. Alors, quand on parle de numéro d'agriculteur, de votre numéro P, vous êtes inscrit à une certaine date et vous êtes en activité à partir de cette date. Il y a une autre notion qui est importante à connaître, qui n'est pas forcément définie dans le Code wallon de l'agriculture, mais qui est définie dans d'autres législations, c'est la notion d'agriculteur actif. Alors, le fait d'avoir un numéro de producteur en activité ne veut pas dire que vous êtes un agriculteur actif, pas forcément. Être un agriculteur actif, c'est un statut qui vous est attribué à la condition que vous remplissiez les 4 critères suivants, donc c'est-à-dire d'exercer une activité agricole, et Isabelle va vous redéfinir ce qu'on entend, enfin, vous a défini ce qu'on entend par activité agricole, d'être inscrit à la Banque Carrefour des entreprises, d'avoir la bonne qualification, donc soit par votre diplôme ou par une formation de type B, soit par une expérience d'au moins 3 ans en agriculture, et puis de ne pas avoir d'activités qui font partie de la liste négative d'activités, donc qui exclut le statut d'agriculteur. La très grande majorité des agriculteurs est considérée comme agriculteur actif. Maintenant, il se peut que vous ne le soyez pas ou pas encore, ça va arriver avec l'expérience. Dans tous les cas, ce statut d'agriculteur actif, c'est un statut qui vous permet d'accéder à certaines aides PAC, à une grande partie des aides PAC. Pas toutes, il y en a certaines qui sont accessibles sans statut, mais pour une grande majorité des aides directes, eh bien, il faut avoir ce statut d'agriculteur actif. Alors, on fait un petit retour dans la législation. La législation définit aussi, et encore une fois, c'est dans le Code wallon, ce qu'on entend par une exploitation agricole. Parce que qui dit agriculteur, et donc une activité agricole, dit une exploitation agricole. Et une exploitation agricole, c'est un ensemble d'unités de production qui sont, et c'est ça qui est important, gérées de manière autonome par un seul et même agriculteur. Le tout, évidemment, en région wallonne. Et une unité de production est elle-même définie.
Parce qu'une unité de production, c'est un ensemble de moyens de production qui sont en connexité fonctionnelle, donc qui sont reliés les uns aux autres, et qui comprend, entre autres, des bâtiments, des infrastructures de stockage, des animaux, des terres, etc., l'ensemble étant nécessaire pour exercer l'activité agricole. Alors, ces moyens de production, ils peuvent être de deux types. Soit ils sont meubles, typiquement matériel agricole, qui soit roulant ou non, ou les animaux, ou ils peuvent être immeubles. Et vous verrez que ça aura une importance un peu plus tard. Bâtiments, moyens de production immeubles, les bâtiments agricoles ou les terres. Dans tous les cas, quand on a une unité de production et en fonction des moyens de production dont on dispose, on peut avoir deux types d'unités de production. On peut avoir des unités de production de type terre et uniquement terre. C'est quand on n'a rien d'autre comme moyen de production que des terres. On n'a pas de bâtiment, on n'a pas de matériel, on n'a pas de troupeau. Dans ce cas-là, l'adresse de l'unité de production, ce sera la commune et le code postal de la commune. Alors laquelle de commune? C'est bien souvent la commune dans laquelle se trouve la majorité des terres. Dès le moment, par contre, où vous avez soit un bâtiment, soit un troupeau, ou les deux, ou les trois avec du matériel, etc., à ce moment-là, d'office, on est sur ce qu'on appelle une unité de production mixte qui, elle, a une adresse de correspondance, rue, numéro, code postal, commune. Donc, avec une adresse précise, un endroit précis. Donc, on part du principe que si vous avez du matériel, vous devez certainement avoir un bâtiment pour les héberger. Si vous avez un troupeau, vous avez un bâtiment pour les héberger. C'est la même chose. Tous les années, alors, quand on a l'unité de production, vous allez devoir, si c'est une unité de production mixte, on va devoir, et vous allez devoir le faire, lier tous vos troupeaux à cette unité de production. Là, une petite attention à avoir, c'est que quand vous allez identifier un troupeau à l'ARCIA, l'ARCIA ne communique pas, parce que l'ARCIA n'a pas l'information de votre unité de production. Donc, jusqu'à présent, l'ARCIA ne nous communique pas automatiquement les numéros de troupeau. Il faut que vous nous disiez, j'ai un nouveau troupeau, il est à cette adresse-là, on le lie à votre unité de production et à ce moment-là, on fait les connexions à l'ARCIA. Pour l'instant, ça ne se passe pas encore dans l'autre sens. C'est en discussion avec l'ARCIA pour corriger ça, notamment suite aux demandes de simplification administrative, mais pour l'instant, ça prend un petit peu de temps. On a des balises, enfin en tout cas des choses à mettre en œuvre, notamment en termes de respect du RGPD. J'attire aussi votre attention sur le fait que tout changement dans vos données d'identification, que ce soit vos données personnelles, hein, que ce soit votre téléphone, votre adresse, etc., ou dans vos moyens de production, doit légalement être communiqué à l'organisme payeur dans les 3 mois. Donc, dès le moment où vous identifiez vous créez un nouveau troupeau, par exemple, vous devez normalement nous le dire pour le lier à votre unité de production. Alors, on va passer maintenant à la gestion autonome, donc l'élément pour lequel je vous êtes presque tous là, à mon avis, aujourd'hui. La gestion autonome dans les exploitations agricoles est d'abord dans la législation. On n'invente rien, hein, c'est pas un truc, voilà, il existe. La gestion autonome, elle est aussi bien définie dans le décret Code de l'agriculture, puisqu'on l'a dit, elle fait partie de la définition de l'exploitation agricole, hein, puisqu'une exploitation, c'est des unités de production qui sont gérées de façon autonome par un seul et même agriculteur. Elle est aussi définie dans l'arrêté identification, en tout cas, elle n'est pas définie, mais elle est une des conditions, et ça c'est dans l'arrêté identification, c'est une des conditions pour obtenir un numéro d'agriculteur, puisque pour avoir ce numéro d'agriculteur, il faut être gestionnaire autonome d'une exploitation et des unités de production qui la composent. Alors l'arrêté va plus loin puisqu'il précise aussi qu'est-ce qu'on entend par être gestionnaire autonome de son exploitation. C'est à la fois assurer la gestion de son exploitation sous sa propre responsabilité pour son propre compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut disposer d'un pouvoir de décision pour tout ce qu'on entreprend sur sa ferme. Donc, c'est l'agriculteur qui décide quand il cultive, quand il vend. C'est vraiment lui qui prend les décisions relatives à son exploitation. C'est aussi cet agriculteur-là qui va en assumer les risques. C'est lui qui réalise les investissements, c'est lui qui assume les charges liées à son exploitation. Donc, toutes les charges financières liées à son activité. Et enfin, tout logiquement, c'est lui qui en retire les bénéfices. Retirer les bénéfices, ça veut dire que c'est lui qui va vendre les productions qu'il produit, hein, qu'il aura décidé lui-même de semer. C'est lui qui va vendre les animaux à partir du moment où il prend la décision de les vendre. Donc, premier élément, c'est assurer la gestion. Deuxième élément, c'est avoir des productions individualisées, identifiables et distinctes des productions des autres exploitants agricoles.
Donc, il faut que, quel que soit l'endroit de stockage, on sache précisément à qui appartient le stock de production. Et enfin, il faut gérer ces moyens de production de manière exclusive à tout autre agriculteur. Si il accepte de me passer à la slide suivante. Voilà. Donc, de manière exclusive par rapport à tout autre agriculteur, de manière synthétique, si on veut résumer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les moyens de production appartiennent exclusivement à chaque agriculteur, donc qu'ils soient clairement séparés. Donc, si on prend 2 agriculteurs, par exemple, bon, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Voilà, on prend par exemple 2 agriculteurs. Eh bien, ces 2 agriculteurs, ils doivent avoir chacun leurs moyens de production, donc chacun leur matériel, chacun leur bâtiment, s'ils en ont tous les 2, chacun leur terre de culture, chacun leurs ressources énergétiques, que ce soit le mazout pour les tracteurs ou l'électricité et l'eau pour les bâtiments, et chacun, évidemment, leur troupeau. Et il faut aussi, et attention, que les animaux de 2 partenaires, en tout cas de plusieurs agriculteurs, ne soient pas présents sur la même parcelle en même temps. La législation le précise clairement. Alors, la législation, elle donne quand même un tout petit peu de souplesse, parce que tout ça, ça a l'air quand même assez restrictif. Elle nous dit qu'il est possible de partager, mais attention, des moyens de production meubles. Je rappelle, les moyens de production meubles, c'est quoi? C'est le matériel et ce sont les troupeaux. Il est possible aussi d'avoir de la souplesse pour prester des services par des tiers, pour des tiers ou par des tiers, et pour acquérir ou céder des actifs, donc acheter ou vendre, pour autant, qu'il y ait des accords écrits. Donc on peut partager des moyens de production meubles, on peut prester pour des tiers, on peut acheter ou vendre, pour autant qu'on ait un accord écrit qui décrit précisément quels moyens de production on va partager ou prester, qui est le propriétaire de ces moyens de production et qui va en bénéficier, les modalités du partage à définir, la durée de l'accord et le coût. Alors, cet accord, ça peut être une simple facture, hein. Si vous prestez pour un tiers, et vous faites des travaux agricoles, quels qu'ils soient, la facture, elle va contenir les différentes informations. Qu'est-ce qu'on a fait comme travaux, qui l'a fait, à qui on facture, le coût. Donc, tout est dessus. Ça peut être des contrats, ça peut être des conventions, il y a toute une série de documents. Si on veut résumer tout ça, les exploitations agricoles, pour pouvoir être considérées comme autonomes, elles doivent fonctionner comme des entités différentes et distinctes, et c'est ça qui est important, quels que soient les liens qui existent entre ces différentes exploitations. Donc, quand bien même derrière deux agriculteurs, on est la même personne physique, il faut que chacun soit considéré comme une entité juridique différente et distincte. Alors, du coup, maintenant, on va se poser la question de à quel moment, justement, il y a potentiellement un risque de ne pas avoir de gestion autonome. Quelle est la situation? Quels sont les critères que l'on pourrait considérer à risque? Alors, imaginons qu'on a un producteur qui est une entité juridique à part, identifiée à la BCE, et qui est composé de André et Béatrice. Alors peut-être que c'est une association de personnes physiques, que c'est André et Béatrice en SASPJ, ou alors que c'est une SRL avec André et Béatrice comme administrateurs. Et ce producteur, eh bien, il a 2 unités de production. Et puis imaginons que André, le même André, n'est-ce pas, eh ben lui, en personne physique, il a aussi un numéro de producteur et peut-être à une autre adresse. Eh bien là, c'est un premier élément à risque puisqu'on a une même personne physique qui est impliquée dans 2 partenaires, 2 producteurs différents. Alors, imaginons maintenant qu'on a toujours notre producteur André et Béatrice, et puis on a un autre producteur qui est composé de 2 autres personnes physiques. Admettons, c'est Christophe et Denis. Peut-être que Christophe et Denis sont les enfants, je ne sais pas moi, de André et Béatrice, ou peut-être que ce sont 2 personnes complètement différentes. Qu'importe, mais il se fait que le producteur, qui est composé de Christophe et Denis, a une unité de production rue là-bas, enfin en tout cas à la même adresse que l'une des unités de production de l'exploitation de André et Béatrice. Eh bien ça, c'est encore un critère qui va amener un risque de non-gestion autonome. Et alors, vous vous doutez bien que ça peut arriver, et ça arrive évidemment on peut avoir un autre partenaire, un autre producteur que André et Béatrice,
qui non seulement a une personne physique en commun, ici c'est le partenaire composé de André, et en plus de ça, André, il a l'une de ses unités de production qui est à la même unité de production que l'autre exploitation agricole. Ça veut dire que, imaginons, sur le site rue là-bas, on a un grand site agricole avec plusieurs bâtiments, peut-être des troupeaux, etc., qui est d'une part géré par André et Béatrice pour son exploitation agricole, et puis aussi par André tout seul dans son exploitation agricole. Là, on cumule deux éléments, et là, ça devient un profil à risque, on va dire ça comme ça. Alors, il y a encore une autre situation qui arrive aussi assez fréquemment, à laquelle on pense peut-être pas de prime abord, mais imaginons, on a toujours notre producteur, d'André et Béatrice, et puis on a une autre société. Et cette fois, c'est une société qui n'est pas connue au CIGEC, elle n'a pas de numéro de producteur, c'est pas un partenaire, mais c'est une société qui exerce des activités de type agricole. Alors, imaginons, c'est Agrimachine, une SRL, qui fait de la prestation de travaux agricoles. Elle a un parc machine agricole et elle fait des travaux de semis, d'arrachage de pommes de terre, que sais-je, etc. Et cette société, eh bien, elle est constituée, comme de par hasard, de Béatrice. Béatrice qui est aussi impliquée dans l'exploitation agricole, André et Béatrice. Et en plus de ça, peut-être que le siège de l'exploitation, le siège social pardon, de Agrimachine est situé à la même adresse que l'une des unités de production de l'exploitation agricole. Et bien ça aussi, on va se poser la question de la gestion autonome de ce producteur, André et Béatrice, vis-à-vis de la société Agrimachine. Alors, si on résume, quels sont les critères à risque? On l'a vu, c'est soit les liens entre les personnes physiques, soit des liens entre des moyens de production ou des moyens de production et des entreprises qui sont à la même adresse ou à proximité immédiate. Ce sont pour nous, en tout cas, des éléments qui pourraient prêter à interrogation quant à la gestion, au respect de la gestion autonome. Alors, ce qu'il faut savoir Pardon. ce qu'il faut savoir, c'est que, je vous le rappelle, la gestion autonome, c'est une condition pour avoir un numéro de producteur. Donc, il y a, et de plus en plus, un point d'attention particulier qui est fait au moment de la création d'un nouveau numéro de producteur, mais aussi au moment de la création d'une nouvelle unité de production. Donc, quand vous allez, ou si vous allez en direction extérieure pour demander un nouveau numéro de producteur ou pour créer une nouvelle unité de production, eh bien, la direction extérieure va être beaucoup plus attentif à vérifier les conditions de gestion autonome avant de vous octroyer le numéro demandé. Alors, on l'a dit, voici, je vous avais montré un petit peu les critères qui sont à risque. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant Qu'est-ce qui se passe si les critères à risque sont justement rencontrés? Eh bien, dans ce cas-là, effectivement, on va réaliser des contrôles. Et les contrôles sont de deux sortes. Soit ils sont avec des visites sur place, soit ils peuvent se faire aussi par voie administrative. Ils se font par voie administrative quand on considère que les éléments à contrôler sont peu importants, ou du moins peuvent être contrôlés administrativement sans nécessairement aller voir sur place la situation. Alors, quand on contrôle, quels sont, ou du moins, quels sont les points sur lesquels on va être particulièrement attentif? Alors, tout d'abord, en ce qui concerne les surfaces, je rappelle, au cas où vous auriez oublié, que vous ne devez normalement déclarer que les parcelles sur lesquelles vous avez la jouissance. Donc, les parcelles agricoles que vous déclarez dans votre déclaration de PAC sont des parcelles sur lesquelles vous avez un droit, ou en tout cas vous avez l'autorisation de les exploiter. Et donc quand on se retrouve avec des exploitations pour lesquelles on estime qu'il y a un risque de non-respect de la gestion autonome, eh bien on va aller vérifier que les terres qui sont déclarées sont bel et bien à la disposition de l'agriculteur en question. Pour ça, on va vérifier soit les actes de propriété, les baux. Alors, si ce sont des baux oraux, on va vérifier qu'il y a bien paiement d'un fermage, les conventions des contrats de mise à disposition, des éventuels contrats de culture, etc. Tout ça, ce sont des terres agricoles. Les terres agricoles sont, je le rappelle, des moyens de production immeubles, donc ils ne sont pas partageables. Donc, on ne peut pas se dire qu'on va utiliser la même terre et on va l'exploiter à chacun à deux. Non, si celui qui l'exploite, pourquoi s'étaler déjà sur les bâtiments? Celui qui l'exploite, il doit en avoir la jouissance. Okay. Les bâtiments agricoles, c'est la même chose. Alors,
pour vérifier la gestion autonome, eh bien, on va aller vérifier que l'agriculteur a bien à sa disposition le bâtiment agricole. Donc, il en a bien la jouissance. Encore une fois, que ce soit par un acte de propriété ou par un contrat de location, contrat de mise à disposition, etc. Alors, Alors, les bâtiments. oui. Excuse-moi. Le bâtiment, le bâtiment agricole, Isabelle vous l'a dit tout à l'heure, c'est un moyen de production immeuble. Et comme Isabelle vous l'a rappelé dans la partie vraiment législation, ce qui est écrit dans la législation, c'est que le partage de moyens de production est possible, mais uniquement pour les moyens de production meubles. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un site, une adresse avec plusieurs exploitations agricoles qui exploitent à un endroit donné, eh bien, il faut que les bâtiments soient bien séparés, chacun ses bâtiments. Donc, il n'y a pas, en théorie, une modalité de partage possible. Cependant, c'est quand même toléré. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut accepter à condition, et à condition uniquement, qu'il y ait une séparation physique dans le bâtiment, fixe et en dur. Fixe et en dur, ça veut dire exit les ballots de paille pour faire un mur de séparation. Le ballot de paille, au fil de la saison, il va disparaître, normalement. Et dans tous les cas, que ça soit un même site avec plusieurs bâtiments ou que ça soit un même bâtiment qui est partagé entre deux producteurs, il faut absolument qu'il y ait des accords écrits qui précisent, si c'est une partie de bâtiment, par exemple, quelle partie de bâtiment est concernée par le partage du bâtiment et quelles en sont les modalités, notamment les modalités de coût. Et alors, en parlant de modalités, ben, une fois qu'on parle de bâtiments agricoles, on va aussi se poser la question des ressources, et notamment de l'eau et de l'électricité. Isabelle l'a rappelé tout à l'heure, ce qu'on entend par gestion autonome, c'est d'assumer les charges liées au fonctionnement de son exploitation agricole. Ça veut dire que chacune des exploitations agricoles qui partageraient un même site doit assumer sa charge pour la charge financière de ses besoins en eau et ou en électricité. Ça veut dire avoir des compteurs séparés, avec chacun sa facture pour l'eau et ou pour l'électricité. S'il n'y a qu'un seul compteur, ça arrive aussi, hein, parfois c'est pas toujours possible de refaire toute une installation et d'avoir deux compteurs différents, eh bien, il y a des systèmes qui permettent d'avoir des décompteurs et de comptabiliser quelle est quelle est la part d'électricité qui est utilisée par tel ou tel bâtiment. Euh, et ça veut dire aussi qu'il y aura une refacturation à l'autre producteur au prorata de la consommation effective de l'électricité de l'autre producteur ou de l'eau. Donc ça, c'est la même logique. Chacun des deux producteurs va assumer au prorata de sa consommation les charges en eau et en électricité. Alors, pour ce qui est du matériel agricole, même principe que pour les bâtiments, chaque agriculteur doit évidemment avoir la jouissance du matériel qu'il utilise et en assumer les charges. C'est-à-dire qu'il doit l'avoir acheté, donc si nécessaire, on doit avoir la preuve d'achat, ou il doit le louer, hein, s'il a un si lors d'un contrôle, on constate qu'il y a des tracteurs qui sont rangés dans leur hangar et qui nous dit que ce sont ces tracteurs et que c'est son hangar, bah, voilà, on peut aller vérifier que tout ce matériel-là lui appartient bien. Il doit être, je le disais, hébergé, ce matériel doit être rangé dans un hangar de manière séparée de tout matériel de tout autre agriculteur ou toute autre entreprise. Et il doit évidemment assumer les frais d'entretien, hein. C'est lui qui achète les pneus pour être remplacé, c'est lui qui assume les frais d'entretien de ce matériel-là. Alors, imaginons qu'il y a du matériel agricole roulant. Eh bien, pour faire fonctionner le matériel agricole roulant, il y aura besoin de carburant. Et pour assumer le besoin en carburant, bah, ça va être exactement la même logique qu'avec les besoins en eau et en électricité. Chacun devra payer les charges liées à ses besoins en mazout. Ça veut dire, au mieux du mieux, chacun sa citerne, identifiée, séparée. Et s'il n'y a qu'une seule citerne, puisque ça arrive encore aussi, eh bien, c'est d'avoir un système qui permet de quantifier les quantités effectivement prélevées par l'un ou l'autre producteur et d'avoir en place un système de facturation au prorata des quantités qui sont effectivement utilisées par l'un et l'autre agriculteur. Soit c'est une refacturation entre l'un et l'autre, donc s'il y en a un qui paye toutes les factures de remplissage, mais que c'est aussi utilisé par un autre producteur, eh bien, on aura un système, on devra mettre en place un système pour quantifier les quantités prélevées par l'autre producteur et il y aura refacturation. Ou alors,
le deuxième producteur fera des remplissages en cours d'année équivalents à la quantité qu'il a prélevée. Alors, pour les productions végétales, toujours la même chose, on va aller vérifier que l'agriculteur possède bien les moyens de production nécessaires pour réaliser ses productions et qu'il assume la charge de ses productions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit acheter, en tout cas assumer la charge de ses intrants. Donc les intrants, on est sur tout ce qui concerne les semences, les engrais, les phytos. S'il les stocke, il doit les stocker de manière séparée. Seule exception, c'est pour le local phyto, puisque on sait très bien que, vu les contraintes, ça arrive de plus en plus que les agriculteurs partagent un local phyto. Attention que dans ce cas-là, quand vous partagez un local phyto, il faut que le stockage des produits phyto soit clairement identifié et séparé pour chacun des agriculteurs. Donc, il faut vraiment bien indiquer sur les étagères lesquels correspondent à quel agriculteur. Et alors, il faut qu'il y ait une convention de mise à disposition de celui chez qui le local phyto est vers celui qui est qui vient stocker dans ce local. Il faut que l'agriculteur possède les moyens. Alors, soit il possède les moyens pour réaliser lui-même ses cultures, ses travaux agricoles, ou bien alors il a les factures correspondantes des prestations, hein, que ce soit les travaux agricoles de manière générale, pour tout ce qu'il n'a pas comme matériel. C'est assez fréquent, hein, moissonnage, arrachage, pommes de terre, betteraves et compagnie. S'il stocke ses productions sur site, il faut que ce stockage, et on l'a déjà dit, soit distinct et identifié, et clairement identifié, donc bien séparé d'autres agriculteurs. Et il est évident que, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, il doit évidemment récolter le bénéfice de ses ventes, donc il va vendre ses productions, donc les bordereaux de vente sont à son nom, les contrats de culture sont à son nom, etc. Même principe pour les productions animales. Les productions animales, voilà, on va aussi aller vérifier que l'agriculteur est bien responsable de son troupeau, qu'il assume bien les charges relatives à son troupeau, que ce soit les achats d'intrants, notamment, donc les frais vétérinaires, les aliments, les médicaments, etc. C'est lui aussi qui vend les productions, donc qui vend la viande, qui vend les œufs, qui vend les poulets, qui vend le lait, etc. Et c'est aussi lui qui doit assumer la gestion de ses effluents. Donc il a ses stockages d'effluents chez lui, s'il n'en a pas, c'est lui qui gère les contrats avec d'autres agriculteurs. Et enfin, attention, je l'ai déjà dit et je le rappelle, il n'est pas possible, il est interdit de mélanger des animaux de deux agriculteurs sur une prairie en même temps. Donc vous ne pouvez pas avoir des bovins d'un agriculteur et les bovins d'un autre agriculteur en même temps sur la même parcelle. Je dis bovin, ça peut être bovin-mouton, ça peut être bovin-volaille. On a bien dit en même temps. Une exception, enfin des situations qui se produisent encore bien, c'est pendant le vide sanitaire de certains poulaillers avec parcours extérieur, par exemple. Eh bien, il arrive que pendant ce vide sanitaire, on ait des animaux d'un autre producteur, des herbivores en général, hein, parce que le but du jeu, c'est quand même de nettoyer la prairie, qui viennent pâturer le temps du vide sanitaire pour que la parcelle soit dans un état optimal pour quand les jeunes volailles vont arriver. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant si on reprend notre exemple de tout à l'heure, on a nos deux producteurs qui ont une personne physique en commun et une unité de production en commun. Si au bout du contrôle et des éléments dont Isabelle vient de vous parler, on se rend compte que on ne peut pas considérer qu'il y a gestion autonome entre les deux exploitations agricoles, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est prévu dans la législation. Et ce que la législation prévoit, c'est qu'il y ait un regroupement des producteurs, des numéros de producteurs. Donc, et ce regroupement, on va le faire, alors ça c'est ce qui est prévu chez nous en Wallonie pour le moment, on va le faire à la date du constat. Donc s'il y a eu un contrôle sur place, après, il va y avoir tout un temps de traitement des éléments du contrôle, mais en tout cas, la date qu'on va retenir, c'est la date du constat. Et à cette date-là, on va faire une fusion des deux numéros de producteurs. Et donc une fusion aussi éventuellement des déclarations de superficie. Imaginons André et Béatrice avaient 100 hectares et les droits associés. Et puis André, de son côté tout seul, avait 30 hectares. On aura un nouveau numéro de partenaire avec une nouvelle activité producteur qui totalise 130 hectares et les droits qui vont avec. Ce qu'il est aussi possible de faire, c'est de s'imaginer, là en général ça se passe sur recours, c'est que on ne crée pas un tout nouveau numéro, mais on
fusionnent. Et là, c'est souvent une discussion avec les producteurs, mais l'un des deux producteurs reprend l'entièreté de l'activité sur son numéro de producteur. Voilà, on a fait le tour dans le timing en plus. Du coup, si vous avez des questions, comme Isabelle vous l'a dit, comme Florence vous l'a dit en début, n'hésitez surtout pas à d'abord prendre contact avec votre direction extérieure ou à contacter la boîte mail gestionautonome.pw@spw.wallonie.be.